Pierre, je suis Head of Data chez Back Market. Et donc d'ailleurs, merci pour nous avoir invités ici, hein. Himalaya ou Blablacar, c'est super cool. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de parler de différents rôles data. Donc j'en ai choisi 3 parce que c'est ceux sur lesquels j'ai les convictions les plus fortes. Analytics Engineers, Platform Engineers et PM Data. Donc contrairement à tout ce qu'on a vu pour l'instant, les gens viennent et donnent leur retour d'expérience. Moi, je suis un peu égoïste. Ce qui m'intéresse, c'est votre retour. Donc, je vais vous dire mes convictions et j'ai envie de vous challenger à la fin, soit dans le cocktail ou dans les questions, pour voir là où j'ai tort et apprendre en fait de vos expériences. Donc, rapidement sur Back Market, nous, c'est du reconditionnement de matériel informatique. Donc, on va dire prendre des téléphones reconditionnés que vous pouvez acheter, hein, classiquement. C'est un truc qui nous drive fortement à Back Market, c'est comment est-ce qu'on évite aux gens d'acheter du neuf quand ils veulent un matériel. Parce que typiquement sur les smartphones, plus de la moitié de la pollution, ça vient de la création, pas de l'usage. Donc si on peut éviter ça à chaque fois, c'est quelque chose qui nous motive. Typiquement, on est super content d'avoir dépassé le million de tonnes de CO2 évité il n'y a pas si longtemps que ça. Donc quelque chose dont on est très fier. Et donc je rejoins clairement ce que fait Aramis Auto. Le reconditionner quand même, c'est je trouve une super idée. Donc ça c'est pour nous. Alors, je vais commencer par parler de qui doit être en charge de la couche sémantique. Et alors, je vais commencer par présenter un petit peu ce qu'on fait nous à Back Market, donc dans le data model. Alors, c'est un petit peu ce qu'on a vu aussi, je crois, chez Aramis, où il y avait plusieurs layers, enfin, le truc classique, hein, où tu as les données brutes, où on a les données un peu transformées. Nous, la façon dont ça marche, c'est qu'on a des données brutes. On a une première layer qui est juste une surcouche, mais sans vraie logique, juste en termes de cleaning de données. Donc la partie staging. Ensuite, on a plein de tables statiques, je sais pas, les tables de jours fériés, les tables de monnaie, etc. Les trucs qui bougent pas trop, on est assez stable. On a des vues intermédiaires parce que dans les modèles qu'on veut créer, bah, parfois ils sont assez gros. Et donc en fait, on fait des vues intermédiaires pour faciliter la partie debugging. Et enfin, on arrive avec nos data models, donc les dîmes et les facts, et à la fin, ce qu'on appelle nous les univers. Bon, les univers, c'est peut-être les tables gold, c'est les marques les plus développées, le plus facile d'utilisation, où toutes les jointures ont déjà été faites, versus les dîmes et les facts, c'est les choses un peu atomiques avec plus des ID. Ça permet en fait dans les univers d'avoir à faire aucune jointure et d'avoir la majorité juste dans un sexe sur la table. Et juste pour montrer la valeur que ça a chez nous, on a environ 4000 tables brutes. Et si on travaille un petit peu, on se retrouve à l'heure actuelle, nous, avoir une centaine de dîmes, facts et univers. Donc quand même beaucoup plus simple, même si ça fait beaucoup, hein, 100 tables, il faut les connaître. Ça fait un bail. Et juste, donc là pour le coup, ce que vous allez rater, c'est cette magnifique vidéo où en fait on montre en parallèle une requête pour récupérer la GMV d'un pays, enfin par pays, avec nos univers, donc nos tables finales, versus si on n'a pas les univers, si on doit taper à la table brute. Donc il faut imaginer un peu, mais je vous fais confiance. Avec les univers, c'est 9 lignes. Avec les tables brutes, c'est 400-500 lignes. Et je cherche uniquement à avoir la GMV, pas tous les champs à côté utiles dans les data models, c'est juste la GMV. Ça nous demande, alors 500 lignes, parce que c'est bien formaté, il y a des retours à la ligne et tout, donc parfois c'est un peu triché, mais il n'empêche que c'est une énorme quantité de travail qui est évitée, et aussi une énorme source d'erreur. GMV, pardon, c'est Gross Margin Value, c'est l'argent qu'on fait. Si on est vraiment très simple. C'est faux, hein, ce que je veux dire, c'est plus complexe que ça, mais je pense que ça suffit à comprendre l'intérêt. Donc voilà, maintenant qu'on voit ça, ça sert à quoi qui doit être en charge de la semantic layer? Et là, pour le coup, on arrive dans un problème qu'on a déjà vu, c'est que le nom que les gens mettent derrière Analytics Engineer, BI Engineer, peu importe, en fait, ça change de boîte en boîte. Donc je vais essayer ici plus parler de skill que de parler de nom. Pour le coup, donc le contexte que, en tout cas, moi j'ai vu par le passé, avec le data model, c'est que c'est quelque chose qui va grossir. Vous l'avez vu, nous on a quand même une centaine de tables, et honnêtement, on n'est pas du tout fini. Il y a plein de tables qu'on n'a pas, il nous en faut encore plus. Et c'est pas juste qu'on rattrape notre retard, je suis même sûr que ça continuera à augmenter par la suite. Donc là, ça veut dire que plus on a de tables, plus la probabilité qu'il y ait des erreurs, plus la probabilité quand on fait une modification, ça impacte nos tables, plus ça augmente. Donc plus le coût de maintenance, l'impact sur les perfs aussi. Quand on a commencé, on avait des univers qui tournaient en 15 minutes, maintenant c'est beaucoup plus. Ça a forcément un énorme impact. Les grosses tables principales, qui paraissent naturelles et atomiques, elles dépendent en fait de 20 à 30 tables brutes derrière, donc forcément ça devient assez complexe. L'autre problème qui vient avec ça, c'est l'utilisation. C'est-à-dire que quand on commence à avoir ces sources de vérité, c'est utilisé, ce qui est à la fois positif, mais ce qui fait que derrière, dès qu'on fait un changement, on peut impacter la prod, on peut impacter des
directement nos clients ou notre chiffre d'affaires. Donc il faut faire extrêmement gaffe et ça devient de plus en plus critique au fur et à mesure. Dernier point qui est que, contrairement peut-être aux parties dev, vous savez, hein, mais nous on garde l'historique, ce qui s'est passé dans le passé, ça a encore un impact sur nous et ça aura encore un impact jusqu'à ce que la GDPR passe par là, au bout de quelques années. Et donc ça forcément, ça veut dire qu'on a un impact assez gros sur la complexité qui augmente, mais aussi sur la rétention de connaissances qu'on peut perdre quand on en parlait juste avant, un analyste part ou une personne part en partant avec la connaissance. Et en fait, ça amène plusieurs risques. Le premier, en fait, c'est si la personne qui est en charge du data model, enfin, si les gens qui sont en charge du data model n'ont pas comme objectif principal la création de ce data model. Et là, typiquement, ce que j'ai en tête, c'est, nous, à Backmarket, ces analystes qui ont commencé à faire ça, parce qu'ils en avaient besoin, ça simplifiait leur requête au quotidien. Mais ce n'était pas leur taf. Leur taf, c'était répondre à des analyses. Donc, en fait, le data model, c'était un outil, mais ce n'était pas une finalité en soi. Et on s'est retrouvé à avoir en migrant de leur data model au nôtre, celui qui est maintenant celui qu'on utilise, à avoir des requêtes de plus de 2000 lignes à migrer, dont certains champs étaient inconnus de la part de la majorité, voire même de tous les data analystes de la boîte. On s'est retrouvé à avoir des tables, une première table qui dépendait d'une deuxième, qui redépendait de la première. Donc forcément, on est loin des DAG, on est même loin d'une philosophie qui a l'air tout à fait correcte. Et donc, si on veut scaler, en fait, il faut que le scale soit dans la mission de la personne qui doit faire ce travail. Et donc ça, c'est un premier risque. Le deuxième, c'est l'opposé un petit peu, c'est d'avoir une personne qui soit trop loin du métier, donc trop tech. Moi, j'ai des data engineers dans l'équipe qui ne savent pas la donnée, ne comprennent pas ou ne connaissent pas la donnée qui font transiter au quotidien. Donc forcément, quand il y a un souci dessus, c'est plus compliqué pour eux de venir aider et de comprendre d'où ça vient. Le dernier point, c'est de répartir la responsabilité sur trop de rôles. Donc on pourrait très bien dire, ok, amener la donnée, c'est les engineers, ensuite peut-être définir quelles sont les bonnes KPI à mettre dans les tables, ces analystes, puis après faire la requête et le mettre dans le data model, ces analytics engineers. Mais dans ce cas-là, en fait, on se retrouve à avoir des tonnes de friction, de temps passé à attendre. Et en fait, c'est un des points qui pour moi est assez important, c'est que la définition, souvent un analytics engineer, on peut imaginer que c'est la personne qui va faire du SQL, à rigueur un petit peu de Jinja pour faire son data model, parce que c'est quand même plus simple dans DBT. Pour moi, c'est un peu plus vaste. Ce qu'il faut, les personnes qui doivent être en charge de cette partie, de cette semantic layer, c'est les gens qui d'abord connaissent la donnée, donc pas des gens purement techniques, mais c'est les personnes qui sont les engineers, c'est-à-dire qui sont là pour faire scaler la solution qu'ils vont construire. Il se trouve que souvent on appelle ça analytical engineer. On peut appeler ça une sorte de full stack, mais en tout cas, c'est plutôt des gens, des ingénieurs orientés un peu métier. Donc moi, j'ai aucun problème dans mes équipes à imaginer qu'à terme, les gens qui vont gérer la donnée qui viennent d'une source de données externe, je ne sais pas moi, genre un Salesforce, un Amplitude, peu importe ce que vous voulez, en fait, ce soit aussi les analytics engineers qui fassent le code Python pour récupérer ça ou qui utilisent le Airbyte ou peu importe. Donc voilà, ça, c'est mes premières convictions sur ce poste-là. On verra bien ce que vous en pensez par la suite. Donc nous, concrètement, à Backmarket, les analytics engineers, ils font du SQL, un peu de Jinja, mais aussi un peu de Python, parce que c'est comme ça que fonctionne la stack à l'heure actuelle. Ils sont intégrés dans les équipes de data engineering. Donc c'est un élément un peu commun, avec ce qui fait qu'on a à la fois l'ingestion, la plateforme, mais aussi eux qui vont gérer ces besoins métiers. Comme j'ai dit, le but, c'est que s'ils doivent faire un peu de dev de leur côté, pour peut-être même derrière faire en sorte de faire réutiliser la donnée du data model pour l'envoyer peut-être vers un autre outil externe, pourquoi pas eux le faire. Un autre truc qui est assez fort, c'est que quand vous commencez à... Donc c'est eux qui sont en charge quand même de la source de vérité, mais quand on commence à scaler, ça veut dire que toute la source de la vérité de la boîte devrait tomber uniquement dans leurs mains. Et là, on arrive dans plein de problèmes qui est que si... Enfin, historiquement, disons à Backmarket, les devs étaient un peu comme ça peut exister dans plein de boîtes, stocker la donnée brute dont ils avaient besoin pour leur service. Nous, on l'a récupéré et on essayait d'en faire un truc fiable qui marchait bien. Mais ça veut dire que nous, on est obligé de connaître comment fonctionne exactement le système de dev, parfois de rétro-ingénierer les données qu'on fournit. Versus nous, ce vers quoi on pousse très fortement, c'est que les back-ends sont en charge de délivrer un produit, le produit étant la data liée à leur feature. Donc en fait, ça veut dire que c'est pas nous qui allons récupérer la donnée des devs, c'est les devs qui vont eux-mêmes volontairement dire ok, on envoie telle information qui est décorrélée de nos bases techniques parce qu'on considère que c'est ça qu'on pense que la boîte doit avoir accès. Et ça veut dire que là, ils sont censés cacher les migrations techniques, ils sont censés apporter des champs qui sont déjà un peu business orientés, vraiment atomiques et élémentaires, mais ça permet d'enlever cette couche-là
aux analytics engineers pour qu'eux puissent réfléchir plus en termes de comment tout s'interface au global avec toutes les boîtes, toutes les données de la boîte et pas juste celles du microservice dont on est en train de parler. Donc on leur simplifie une grosse partie du taf pour qu'ils puissent se concentrer sur leur vision globale. Donc voilà, ça c'était pour les analytics engineers. La partie... Ah bah tiens, j'ai pas changé le titre. Donc les plateformes engineers. Ce que je voulais aborder là pour moi, c'est quand est-ce... Donc là, j'avais des data engineers, on va dire, un peu orientés métier. Plateforme engineer, c'est quand même plus orienté tech. Là, je voulais revenir sur un point, c'est quand est-ce qu'on commence à avoir besoin de ces plateformes engineers ou cloud engineer. Je ne suis pas très clair de la différence de mon côté. Donc je vais vous dire un petit peu ce que je crois, et puis vous me direz après ce que vous en pensez. Parce que comme on l'a vu, il y a plein de solutions qui marchent très bien de chef pour en fait faire du taf de data engineering qui marche assez bien au début. Je pense que par contre, quand on scale, on commence à arriver à des limites et on a besoin après de faire des solutions custom pour résoudre ça. Typiquement des questions de pricing, hein, comme on peut très bien utiliser des outils pour des SaaS pour ingérer la donnée qui viennent de nos bases dev. Mais quand on commence à ingérer des terras, ça commence à coûter cher. Donc autant faire un système nous-mêmes où on contrôle le nombre de leads, on n'a pas à payer, on ne paye pas de façon linéaire. Pareil, si on commence à avoir besoin de faire trop de tuning, il faut qu'on fasse une solution custom. Et à ce moment-là, on a besoin de ces skills-là. Si en fait, le deuxième point pour moi, c'est quand la maintenance de tout l'écosystème qu'on a mis en place commence à devenir trop lourde. Et à ce moment-là, il faut des gens qui ont la charge de réduire la maintenance, pas en la faisant eux-mêmes, mais en réduisant les problèmes à la source. Et le dernier point, c'est quand on commence à construire des fonctionnalités data. Donc, c'est pas juste mettre la donnée, c'est est-ce qu'on met une plateforme pour que n'importe quel data analyst puisse lancer et faire tourner des notebooks Jupyter super facilement en l'espace de quelques secondes avec quelque chose de plus puissant que leur PC. Voilà, pour le coup, c'est les choses qu'on veut maintenir. Bon, il y a plein d'autres exemples de fonctionnalités, mais quand on commence à créer ce genre de choses, on veut les maintenir, on veut les faire scaler. Et c'est là où, pour moi, on commence à avoir besoin de personnes qui ont ces compétences de scaling, de plateforme et d'infra et de cloud. Ça, c'est plus en termes de skills, parce qu'on peut très bien les avoir intégrés dans des équipes au début. Si on veut, la question, c'est quand est-ce qu'on commence à en avoir besoin au niveau d'organes, donc en termes de team à proprement parler. Sur ça, ma conviction, c'est il y a plusieurs moments, il y a plusieurs raisons qui font qu'on peut arriver à là. La première, c'est qu'en fait, quand on n'arrive pas à prioriser les sujets plateforme au sein de son équipe, parce qu'il y a plein de besoins business, il faut avancer, c'est quand même important, ça rapporte de l'argent, c'est quand même très concret. Mais ça, c'est un critère pour moi pour se dire peut-être qu'il faut qu'on commence à le séparer pour donner la valeur, enfin pour dédier les gens en proportion de l'importance que ça a pour la boîte. Le deuxième moment, c'est quand on commence à avoir plusieurs équipes data engineering, ou en tout cas plusieurs équipes un petit peu séparées. Dans ce cas-là, il faut probablement une équipe centrale pour que ces besoins transverses soient pris en compte. Donc, il y avait des sujets de chapter qui avaient été mentionnés aussi. Parfois, c'est quand même bien d'avoir des équipes pour le faire en particulier. Et le dernier point, c'est quand on pousse pour la décentralisation et fait en sorte que toutes les équipes, des squads de dev par exemple, mais aussi du métier, commencent à utiliser la data de la même façon. Ça veut dire qu'il faut que les gens produisent les fonctionnalités. Et donc pour moi, c'est lié au besoin d'avoir une team data platform. Donc ça, c'est ma deuxième conviction. Donc là, nous, on va se rapprocher de ce... On n'a pas encore de data platform à Back Market, mais c'est quelque chose qu'on regarde et qu'on va très probablement mettre en place dans les mois à venir. Le dernier rôle, c'est Data Product Manager. Et je sais que ce n'est pas beaucoup représenté dans les teams data, donc je suis vachement curieux de vos retours. Parce que moi, j'y crois beaucoup. Alors théoriquement, on n'en a pas forcément besoin. C'est-à-dire qu'il y a juste des choses qu'on doit savoir faire pour bien bosser avec le reste de la boîte. Le premier, c'est gérer les priorités. Le gros souci, c'est que les stakeholders data, c'est l'ensemble de la boîte. Et donc en fait, on se retrouve à avoir une quantité énorme de stakeholders. Ils ne sont pas tous d'accord les uns avec les autres. Vous avez normalement déjà vu voir ça. Et c'est compliqué de les aligner. Et c'est compliqué pour nous, data, de comprendre quelle est la chose la plus importante, sachant que c'est des domaines parfois différents qu'il faut mesurer. Et bien sûr, ils ne sont pas tous alignés sur la même métrique. Donc comment comparer un incrément de valeur avec un incrément de satisfaction client? Parfois, c'est dur pour nous. Un deuxième point, c'est quand on veut construire et exécuter la vision data, sachant qu'on a tous ces priorités business qui arrivent, mais que nous, techniquement, on sait qu'on veut aller à un point. Comment on s'assure qu'on avance là et qu'on le fasse comprendre ailleurs au métier? Ça, c'est un autre point qui, pour moi, qu'il faut savoir faire. Et le dernier point, c'est là, on se retrouve à avoir beaucoup de demandes métiers, beaucoup de demandes tech pour nous pour avancer. Comment on fait en sorte qu'on ne stresse pas les équipes
à se retrouver à avoir des tonnes de choses à faire et à se dire on n'arrivera jamais à le faire, c'est trop compliqué. Donc ça, c'est gérer les priorités, c'est un truc qui est dur. Je pense dans une équipe data, enfin c'est dur partout, hein, mais dans une équipe data, je pense que ça l'est spécialement, surtout du fait du nombre de stakeholders, et il faut savoir le faire. Deuxième point qui est très lié au fait du nombre de stakeholders, c'est comment on gère notre relation avec eux. D'abord, il faut bien les connaître. Il faut savoir, ils viennent souvent avec des besoins qui ne sont pas forcément les vraies choses dont ils ont besoin, il faut bien les comprendre, ils veulent creuser à ce qu'il y a au fond. Mais il faut aussi créer de la confiance avec eux. Il faut savoir, quand on leur dit non sur un sujet, il faut savoir leur dire que c'est pas grave, que c'est qu'on fait quand même des choses pour eux, que ça va arriver par la suite, qu'il faut expliquer tout ça. Et ça prend du temps. Multiplié par le nombre de stakeholders, c'est une vraie charge de travail si on veut bien le faire. Le dernier point, c'est un point qui est assez important pour moi, c'est casser le gap technique entre des stakeholders très métiers et des gens data, parfois très techniques. Et il y a plusieurs choses. Pour moi, le premier point sur la partie data science, c'est un point qui est ultra important. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, à chaque fois que j'ai vu des gens métiers parler de data science, c'était vraiment ah, mais si vous allez faire de la magie, ça va marcher. Concrètement, c'est jamais comme ça. Et faire comprendre les problématiques qu'il y a avec la data science, les limitations que ça peut avoir, c'est une chose que je trouve super compliquée à faire. Il faut du temps, il faut les gens qui ont la compétence pour bien le faire. Sinon, les gens vont commencer à se monter la tête, faire des gros projets et se dire ouais, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Et à la fin, se braquer et dire de toute façon, la science, ça ne marche jamais. On va faire un Excel dans un coin, ce sera mieux. Parfois, c'est le cas. Donc ça, c'est un gros. Et c'est une des raisons qui fait que sur la science, le besoin data PM, pour moi, est d'autant plus fort. Le dernier point, c'est data engineer. Alors, parfois, ils sont un peu tech, surtout quand on prend les plateformes engineer ou peu importe comment ils les appellent. Et c'est compliqué parfois pour eux d'interagir proprement avec les personnes métiers. Et donc, il faut savoir le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut les PM, mais juste il faut réussir. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut réussir à faire ça? Il y a plusieurs options, peut-être d'autres. Moi, j'en ai mis 3 parce que c'est 3 qui me sautent aux yeux. La première, c'est Data PM, c'est celle que je préfère. Parce que d'une part, on dédie du temps. Comme j'ai dit, beaucoup de stakeholders, beaucoup de choses complexes. Avoir une bande, des gens dédiés, c'est quand même super important. En plus, c'est Data PM, c'est leur domaine, ils en ont fait, soit ils ont été data par le passé, analystes, ils ont fait un peu de science, peu importe, ils savent gérer. Et c'est aussi un point assez fort, c'est la résilience en termes de départ. Si vous avez un problème, le manager n'est pas là, le Data PM peut quand même aider un petit peu. Alors, pas forcément pour la partie humaine, mais sur la partie priorisation, quel projet on prend. Et inversement, si le PM part en vacances, vous avez le manager qui peut quand même prendre un peu le relais, ça aide. Alors bien sûr, ça veut dire qu'il faut quand même payer une personne en plus, hein, mais moi je pense que c'est rentabilisé. Si on n'a pas ça, s'il faut que les managers fassent le taf, ça peut très bien être fait. Il y a plein de managers qui ont une vision produit qui arrivent à le faire. Le problème, c'est qu'il faut les recruter. Il faut une personne qui soit tech, humaine et en plus produit. Parfois, c'est long à trouver. Et donc, c'est parfois plus compliqué. En plus, le problème de limitation, quand vous avez à gérer une équipe je sais pas, de 6 personnes, que vous avez à gérer 15 stakeholders, que vous avez aussi en plus à gérer la prod, ça peut être lourd pour une personne. Donc ça, c'est la limitation. Et ensuite, le dernier, le classique PM, c'est celui que j'aime le moins. Parce que j'ai très rarement vu, excusez-moi, très rarement vu des PM classiques qui sont habitués à gérer une UI, à comment est-ce qu'on parle à un utilisateur qui va cliquer sur les boutons. J'ai rarement vu ces gens-là réussir à comprendre les problématiques de data qui sont quand même beaucoup plus techniques, ou même de data science, enfin encore plus de data science, où là vraiment on tombe dans un domaine où c'est vraiment, moi j'ai vraiment le jour à la nuit entre des personnes PM classiques qui sont très bonnes dans leur métier, mais qui face à une situation data science se retrouver à être vraiment limitées. Et donc voilà, c'est mes 3 convictions fortes sur enfin fortes, ça va dépendre de ce que vous allez me dire, sur ces postes-là. Et donc je suis super chaud pour avoir vos avis et vos challenges.